10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Allez, Anthony Martin-Smith, je me tourne vers vous. Quand on regarde les prix des carburants aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'essence est devenue un produit de luxe pour une partie des Français ? En tout cas, c'est un produit contraint. On n'a pas le choix que de faire son plein d'essence pour aller travailler, pour partir en vacances lorsqu'on a choisi la voiture pour moyen de locomotion. Je dirais que la SNCF commence peut-être à se frotter les mains parce que le prix d'un plein commence à égaler le prix d'un billet de train. Si toutefois le train était encore perçu comme une alternative non polluante et abordable. Cependant, moi, ça me préoccupe. Quand vous avez un samplon 95 à 2,02 € sur son prix le plus bas en moyenne, avec un gazole à 2,22 € pour un plein d'à peu près 50 litres, vous arrivez à quasiment 120 € quasiment. Oui, c'est devenu un produit de luxe et ça ne le devrait pas, sachant que là-dedans, certes, il y a le coût du pétrole, mais vous avez quand même le coût des taxes qui sont prélevées par le gouvernement, et je vous avoue que je ne m'explique toujours pas comment ni pourquoi il n'y a pas d'action plus forte sur ces taxes qui sont prélevées sur le prix du litre. Donc les Françaises et les Français, une fois encore, pardonnez-moi l'expression, mais sont pris pour des gueux et n'ont aucune considération de la part de nos gouvernants qui, eux, par contre, ne se soucient pas du prix à la pompe. Julia Achat. Non, moi je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Alors pour la question du train, c'est quand même plus complexe que ça, parce que malgré l'augmentation... C'est volontairement provocateur. Je vois ça, parce que malgré l'augmentation, en fait, prendre la voiture pour partir en vacances, c'est rentable à partir de 2 personnes versus le prix du train. Donc c'est aussi faire une critique sur la SNCF qui pratique aujourd'hui des prix qui sont tout à fait déraisonnables. La semaine dernière sont sortis des chiffres aussi, des recettes qui ont été faites, le bénéfice net de la SNCF. On est à 1,19 milliard, donc on peut se poser la question aussi de comment ce type d'institution, qui est quand même une entreprise publique, peut aussi interférer de façon positive dans le quotidien des Français, peut-être en imaginant une baisse des coûts du train pour leur permettre de voyager et pallier finalement à un quotidien qui est devenu étouffant pour bon nombre des Français, qui effectivement, vous avez parlé des vacances, mais le pire, c'est quand le prix des carburants, en fait, impacte carrément le pouvoir d'achat et devient un luxe même pour aller travailler avant même de partir en vacances. Et ce qui est tout à fait alarmant, d'autant plus qu'on sait que c'est toujours les mêmes qui sont affectés par ça, c'est les classes populaires, les classes moyennes, dans les territoires. Donc ça crée aussi une inégalité de territoire, puisque nous, à Paris, on est quand même relativement préservé. Je veux dire, on a un système de métro, de RER qui fonctionne assez bien, donc on peut se passer de la voiture. C'est même plutôt complexe d'avoir une voiture à Paris et agaçant, tandis qu'en province, pour pouvoir aller travailler, faire ses courses, emmener les enfants à l'école, il faut pouvoir avoir une voiture. Et ça nécessite de charger cette voiture, non pas avec de l'électricité à ce stade, parce qu'on n'a pas encore fait la transition, mais avec du carburant qui aujourd'hui a plus que doublé, et c'est quelque chose de terrible. Vous avez raison, Julia, pardonnez-moi, mais de faire le contraste entre le prix de l'essence et le prix à l'électricité. Vous êtes, par exemple, sur des enseignes qui prennent de façon très opportune la balle au rebond avec cette chaîne pour Leclerc, pour ne pas la citer, qui a lancé un prix au kilowattheure de 19 centimes. Sachant que globalement, avec un véhicule électrique, vous faites à peu près 2 fois le plein en essence. Paul Sébi. Pardon, parce que Julia ne veut pas terminer, je lui ai interrompu. Non, mais c'était parfait. Désolé. On va laisser la parole à d'autres aussi. Non, mais c'est cette question de savoir si c'est un bien de luxe. Moi, je dirais plutôt que c'est une forme d'impôt. On l'a dit, la moitié quasiment du coût de l'essence, ce sont des taxes ou des impôts sous diverses formes. Au contraire d'un bien de luxe qu'on achèterait de temps en temps par volonté. Et par plaisir. Et par plaisir, exactement. C'est surtout ça. C'est-à-dire que voilà, le plein d'essence, qui est près de 100 € pour 50 litres, n'est pas vraiment un plaisir, ne représente pas vraiment quelque chose
de positif pour les gens, si ce n'est que ils peuvent gagner leur vie grâce à ça, mais c'est à peu près tout. Et en plus, c'est un bien qui n'est pas censé être un bien de luxe, mais un bien de première nécessité, mais qui est taxé comme un bien de luxe ou un bien tout à fait normal. C'est les biens de première nécessité, comme la nourriture, par exemple, certaines denrées, c'est 5,5 de TVA, par exemple. Pourquoi, et c'est un peu la question que moi j'aimerais poser, c'est pourquoi on n'est pas à ce niveau-là pour l'essence, qui est un bien de première nécessité pour la plupart des gens dans ce pays. Et on est encore en train de considérer ça comme un bien de luxe, comme la voiture était considérée comme un bien de luxe jusqu'il y a très peu de temps. Pourquoi alors que c'est le moyen de subsistance de la plupart des gens dans ce pays? C'est un peu étonnant quand même qu'on n'ait toujours pas avancé sur cette réflexion, et pourquoi l'essence est toujours taxée autant. C'est un choix doctrinal et politique parce que, effectivement, vous avez dans le prix du carburant à la fois l'accise qui ne bouge pas, qui est un montant qui est taxé par l'État, et qu'importe que le prix augmente ou pas, n'évolue pas dans un sens ou dans l'autre. Et puis après, vous avez effectivement la taxe à proprement parler, et théoriquement, ces taxes-là ont vocation en fait à investir. Permettre à l'État d'investir grâce à ses recettes dans justement une transition écologique, pour pouvoir investir dans de la production d'énergie qui soit plus durable, plus soutenable. Vous l'avez dit, Anthony, tout à l'heure, vous posiez la question de pourquoi le gouvernement, compte tenu de la situation, n'agit pas. C'est une décision politique. Sébastien Lecornu s'en est expliqué. Il a dit qu'il ne voulait pas renoncer à son investissement et à cette transition qui, effectivement, à court terme, n'aura pas d'effet concret sur le pouvoir d'achat des Français. Mais si on investit dès aujourd'hui en espérant, en étant optimiste, sur une transition, peut-être que d'ici 5 à 10 ans, on sera plus aussi dépendant, finalement, du carburant, et donc, en fait, des crises géopolitiques qui ont un impact direct sur le prix des carburants. Et donc permettre aux Français peut-être de respirer. Ce qui implique en fait un sacrifice à court terme pour les Français. Ça renforce un sentiment de déclassement qui est extrêmement présent, et ce sentiment de déclassement est aussi renforcé par cette incapacité à pouvoir consommer de façon digne, consommer pour le plaisir, pas uniquement pour une contrainte. Et tout cela mélangé avant une élection présidentielle n'apporte généralement rien de bon. Vous le résumez assez bien, d'ailleurs, Julia, c'est-à-dire que j'ai l'impression, à travers les débats qu'on peut faire ici, et puis ailleurs, finalement, qu'on revient systématiquement au rôle de l'État dans les choix des investissements et de ce que l'on veut ou non faire peser sur le portefeuille des Français. Et on a eu ce débat pas plus tard que lundi, notamment sur les investissements qui seraient nécessaires dans notre système judiciaire, et où en fin de compte, on se rend compte, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire plus parce que les caisses sont vides. Et c'est pareil sur le système de santé. Le système de santé est malade, il faudrait qu'on investisse davantage, mais où est-ce qu'on va prendre l'argent? Et là aussi, c'est une équation à multiples facteurs aussi sur la question du carburant qu'il est manifestement impossible de résoudre, à moins de trouver d'autres sources d'investissement et de financement. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit vers cela que nous nous dirigeons aujourd'hui. Vous entendez cet argument, Paul Séby, de l'État qui considère au fond que si ces taxes existent, c'est parce que justement elles permettent de financer une transition écologique sur le long terme, que c'est une transition qui est nécessaire, qui doit être financée, quand bien même ça demande des sacrifices à court terme? C'est ça, c'est le débat entre écologie punitive et les incitations. Et c'est vrai que les Français ont plutôt tendance, de toute évidence, à vouloir plutôt les incitations, accompagner un mouvement possiblement avec peut-être des aides aussi à la transition, mais l'équilibre il est pas parfait là. Clairement, il y a c'est un peu le débat toujours. On parle la fin du mois, la fin du monde. C'est-à-dire que les gens sont évidemment plutôt attentifs à ce qui va se passer à la fin de leur mois qu'à la fin du monde directement, même si les deux entrent évidemment en balance dans leur esprit. Il y a pas de raison de confronter les deux. Mais là, voilà, comme on l'a dit, on est bientôt proche d'une élection. La situation est quand même critique pour les gens. Il n'y a pas possibilité de ne pas faire quoi que ce soit et de mettre en pause certaines ambitions, peut-être, sur la transition écologique, pour aussi et ne pas étouffer l'activité, parce que le problème c'est pas tellement faire plaisir aux gens et écouter leurs demandes à l'instant T et ne pas penser au futur, c'est comment aussi on va financer le futur, parce que là on a l'argent pour peut-être financer la transition, mais s'il y a plus d'activité économique, s'il y a plus d'impôts qui entrent, s'il y a plus de taxes et s'il y a plus personne pour payer les taxes, il y aura pas de transition écologique non plus. Donc voilà, la tension elle est là quand même, elle existe, et je pense que là au moment où on parle,
comme l'adhésion à ces taxes n'est pas claire et même est complètement à l'inverse de ce qu'on attendrait. On avait, nous, avec Hexagone, sondé les Français sur est-ce qu'ils estimaient que les taxes sur le carburant étaient trop élevées ou pas assez. Évidemment, les gens estiment qu'elles sont trop élevées, mais on avait même les sympathisants écologistes qui partageaient cette opinion majoritairement. Donc, c'est-à-dire que même quand on est convaincu par l'écologie, malheureusement, on comprend l'intérêt du court terme et de comment on va vivre. Donc, la question, dans un instant, on reviendra sur votre étude dont vous venez de parler sur le sujet, et vous aurez la parole, Anthony Martin-Smith. On poursuivra notre débat sur le prix des carburants. Qui profite réellement de la hausse du prix de l'essence et pourquoi les automobilistes ont-ils parfois le sentiment d'être les seuls à payer la facture? Appelez-nous 0826 300 300, 0826 300 300. Vous avez la parole. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Et nous sommes de retour sur Sud Radio, il est 10h44. Merci David d'être avec nous, avec la fine fleur de nos débatteurs du jour. Voilà, nos 3 débatteurs chevronnés, enflammés, n'est-ce pas? Julia Achat, Paul Sébi et Anthony Martin-Smith. Et je me tourne vers vous, Anthony Martin-Smith. Nous poursuivons ce débat sur le prix des carburants. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui ont déjà adapté leurs habitudes en fonction du prix de l'essence, parce que justement, à cause de ces augmentations, ils ont dû changer leur plan peut-être éventuellement, qu'ils se serrent la ceinture aussi sur d'autres dépenses. Est-ce que vous entendez ces témoignages-là qui montent en France? J'ai des gens que je connais, de ma famille notamment, qui ont renoncé à partir tout simplement en vacances du fait du prix de l'essence, parce que 1 euro est 1 euro. Et donc changement de plan de dernière minute. Bon, en plus ils prévoyaient de partir en Gironde, donc ça n'arrangeait rien. Et ils se sont rabattus sur une destination en Île-de-France, beaucoup plus abordable et plus simple à rejoindre, et même où la voiture n'était pas nécessairement indispensable, comme d'ailleurs l'a très bien rappelé Julia. Ici en Île-de-France, on peut circuler sans problème, sans véhicule. Vous habitez dans d'autres territoires, de toute façon tous les territoires sauf Île-de-France, globalement vous avez besoin d'un véhicule. Et c'est ça, moi, cette fracture, c'est une fracture sociale que je trouve insupportable. Et la question que j'avais presque envie de poser à Paul Sébi tout à l'heure, c'est finalement, est-ce que aujourd'hui on ne doit pas mettre sur pause nos politiques d'investissement de transition énergétique pour répondre à l'urgence là à laquelle nous faisons face? Parce que finalement, on a une situation aujourd'hui qui est complètement hors contrôle. Rappelez-vous, les gilets jaunes, pour 1,60 €, étaient sortis dans la rue et sur les ronds-points. On est à 2,28 € pour le prix le plus haut, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc moi je m'inquiète beaucoup d'ailleurs de ce que va donner notre élection présidentielle 2027. Et d'ailleurs, ne vous attendez plus à ce qu'on vous pose la question du prix de la baguette, ce sera le prix du litre d'essence. Paul Sébi, est-ce qu'on peut s'attendre à un hiver social, à un retour des gilets jaunes puissance plus, avec effectivement ce calendrier électoral qui va se juxtaposer avec ces élections dans quelques mois, ces élections présidentielles, les élections les plus importantes aussi du quinquennat? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une sorte de colère sociale qui pourrait s'exprimer dans les rues à la rentrée? Généralement, là, comme on a une élection, il y a un moyen, les Français vont avoir un moyen d'exprimer peut-être leur volonté, alors à la fois leur mécontentement, mais pas seulement, les options aussi qu'ils aimeraient voir mises en œuvre par la suite. Donc, sans doute pas, d'autant plus que les Français sont quand même des gens particulièrement débrouillards, donc de manière générale, ils s'en sortent malgré tout par des pirouettes très contraignantes pour leur vie, mais en tout cas, ils arrivent à s'adapter. Moi, je suis toujours très impressionné de voir comment les Français réussissent à s'adapter à des décisions parfois très mauvaises. Donc il y a une forme d'adaptation, aussi un sentiment un petit peu de danger aussi, parce que là on est un peu sur le fil social justement. Pour aller dans la rue, il faut encore en avoir les moyens, c'est-à-dire que il faut pas déjà être pris à la gorge de tout ce qui se passe. Donc moi je suis pas certain que ça va arriver là cette année. Après c'est pas une question de deviner, de voir jusqu'où les gens sont prêts à subir des situations, mais il y a quand même une élection justement et des débats qui vont peut-être pas porter seulement sur ça, mais je pense qu'on n'aura pas tellement le choix d'en parler. Le problème, c'est surtout l'après, c'est-à-dire que on va avoir une campagne qui va peut-être pas se poser les bonnes questions, notamment sur la dette, la façon dont sont utilisés les impôts. Et ça peut peut-être poser des problèmes ensuite, parce qu'il va bien falloir résoudre ce problème aussi.
Et là, tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il faut baisser les taxes? Non, on peut pas, on n'a pas les moyens. Est-ce qu'il faut mettre plus pour la transition? Pareil, on n'a plus tellement les moyens. Et tout ça, est-ce que ça va être tranché pendant cette campagne? Ça, c'est plus ma question. Et qu'est-ce que ça va donner? Ensuite, on se souvient que les Gilets jaunes, c'était 2018, un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, tout peut arriver aussi après. Julia Achat. Il y a effectivement une problématique un peu doctrinale à traiter lorsqu'on est un politique et qu'on doit prendre des décisions politiques dans l'intérêt des Français. C'est qu'aujourd'hui, on ne cesse de le répéter, une dette financière qui est atroce et dont on va laisser forcément un héritage catastrophique à ma génération, à la génération de mes enfants et peut-être même de mes petits-enfants. Si en plus on ajoute à ça, et je pense que les climato-sceptiques ont dû être un petit peu calmés avec les incendies en Gironde, des incendies en Corse, les incendies en Espagne, en Grèce, un petit peu partout. Si en plus de ça on leur laisse une dette climatique parce qu'on a renoncé à tous les investissements, y compris pour la transition écologique, qui d'ailleurs est un sujet effectivement éminemment écologique, mais aussi sur la question du carburant et de notre capacité à produire de l'énergie autrement que par une dépendance à des zones géographiques qui sont profondément instables, y compris pour notre souveraineté, pour notre puissance. Et si on y renonce, je pense qu'on met la France sur tous les plans en danger. Donc il y a un vrai sujet politique. Moi je pense que Sébastien Lecornu n'a pas si mal géré cette crise, puisqu'il a quand même mis en place des aides exceptionnelles à destination des personnes qui en ont plus besoin, donc notamment les personnes qui en ont besoin pour travailler. Ça forcera effectivement et ça mettra toujours de côté, il y aura toujours des Français abandonnés malheureusement quand on décide qu'on met en place une aide exceptionnelle et non pas une aide généralisée à tous les Français. Mais en même temps, dans un conflit où on a à la fois une dette économique, une dette écologique, si on arrête d'investir et de penser long terme, on peut être sûr qu'on signe notre arrêt de mort en tant que grande nation, et c'est ce que finalement c'est aussi une revendication des Français. Peut-être que vous allez le confirmer, mais de redevenir une nation puissante, ça passe aussi par ne pas renoncer à toutes les stratégies de long terme. Vous n'êtes pas pour Anthony le quoi Martin qu'il en coûte de l'essence? Moi, je suis pour une aide ciblée. Pour aider ceux qui en ont le plus besoin, parce qu'en fait, si je suis rationnelle et réaliste, aujourd'hui, on a une dette financière qui est chiffrée, qui est statistique, on ne peut pas la remettre en question, et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la dette peut être annulée par la BCE. Je pense que c'est illusoire et qu'il y a réellement un compromis à trouver. Mais à la fois la dette, quand en tout cas moi je lis les témoignages de nos auditrices, nos auditeurs, c'est un sujet qui paraît tellement lointain, qui paraît être un sujet très parisien, qui est un sujet qui les touche pas directement en fait, sauf au moment où on leur dit qu'on va augmenter les impôts et où le prix de l'essence augmente pour encore aller financer des choses qui ne sont même pas palpables pour eux. Ça les touche, puisque quand on voit que l'éducation nationale n'est plus en capacité d'être suffisamment à la hauteur pour éduquer nos enfants, parce qu'on est aussi dans un manque de moyens, ça touche directement tous les Français, y compris sur les territoires, puisque on voit bien que l'éducation est finalement abandonné par des décisions politiques. On le voit aussi, on l'a vécu avec l'affaire Liana, qu'on vienne pas me dire que c'est pas une question de moyens non plus. Il y a aussi une question de moyens et d'allocation des moyens. Ça aussi, si on n'a plus les moyens d'investir dans la justice, comment on fait pour protéger nos enfants? Donc ça touche tous les Français. Et des exemples comme ça, je peux en prendre plein. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le sentiment général, c'est que ça reste un sujet lointain, et notamment sur le prix de l'essence. Évidemment. Voilà, quand vous voyez le prix qui augmente à la pompe, et que de l'autre côté, parce que vous avez 1 euro de plus sur votre fiche de paye, vous n'êtes pas éligible à l'aide qui a été proposée et qui a été plafonnée, ça ulcère les Françaises et les Français. Mais là, du coup, c'est tout un système qu'il faut réinventer, puisque effectivement, que ce soit sur la question du 1 euro de plus sur la fiche de paye, ça impacte à peu près tout. Être éligible à la bourse pour ses enfants, du coup, si vous avez 1 euro de plus, vous ne pouvez pas financer les études de vos enfants. Et des exemples comme ça, on peut en prendre plein. Mais donc, du coup, ça implique, en fait, d'où la question aussi des élections présidentielles, de revoir et de réinventer tout un système qui ne met plus de côté les classes populaires et les classes moyennes, qui sont celles finalement qui souffrent le plus dans ces conditions, et dont un de mes combats politiques est celui-là, c'est-à-dire de pouvoir apporter aux Français, et notamment aux classes moyennes, un petit peu de souffle, et rappeler quand même que plus de 60% des Français ont en tout cas le sentiment d'appartenir à la classe moyenne. Donc il y a urgence, ça c'est certain. Paul Sébi, vous avez justement publié une enquête dans Hexagone, vous nous en parliez il y a quelques instants, une enquête sur la façon dont les Français se représente cette augmentation du prix de l'essence, cette augmentation cette baisse peut-être de leur pouvoir d'achat. Vous pouvez nous dire un petit peu plus précisément, au fond, ce que pensent les Français de tout ça et comment est-ce qu'ils ressentent les choses? Ce que montrait l'enquête, et qui est évidemment, c'est-à-dire on peut le comprendre, c'est que le niveau des taxes, alors on avait interrogé sur les taxes sur le carburant, mais aussi sur l'électricité et le gaz,
était évidemment trop élevé. Donc ça, on va me dire, il n'y a pas besoin de faire un sondage pour ça, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que ça traverse donc évidemment toutes les couches sociales et aussi toutes les orientations idéologiques. Donc c'est ce que je disais, parce que je citais l'avis des sympathisants écologistes, qui sont aussi d'accord pour dire que les taxes sont trop élevées sur le carburant. C'est que on sait que les Français sont quand même conscients des enjeux liés à l'écologie et au changement climatique. Et de toute façon, ils y sont confrontés, comme on l'a vu avec les incendies. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont quand même capables de faire un arbitrage à court terme sur qu'est-ce qui est le mieux pour eux entre financer une transition écologique dans 10, 20, 40 ans, 100 ans et survivre aujourd'hui, survivre entre guillemets, parce qu'évidemment on n'en est pas là, mais quand même vivre correctement. Et ça, les Français préfèrent quand même, et c'est important parce qu'il y a une grosse nuance, les incitations, tout ce qui peut aller nourrir l'incitation au changement de comportement, plutôt que les taxes et la punition. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. Amis auditeurs, dites-nous, est-ce que vous pensez que l'essence est devenue un produit de luxe? Vous êtes très nombreux à nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Et parmi vous, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour toute l'équipe. Bonjour Sylvie, vous nous appelez de Moissac, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors expliquez-nous, quel est votre rapport à la voiture depuis l'augmentation du prix de l'essence? Alors, je roule plus, sauf quand c'est indispensable. Donc, comme j'expliquais, le problème, c'est que je suis dans une zone rurale. Donc, si vous voulez faire... Alors, déjà, je pars pas en vacances. Déjà, c'est réglé. Parce que s'il y a le problème du carburant, mais il y a le problème des médecins, il y a le problème... C'est-à-dire, si vous voulez, ça m'empile, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est pas qu'on bouge plus, c'est qu'on est accablé sous un tas de choses qui n'ont plus de cohérence. Et on se demande où part l'argent. Parce qu'on entend les crises sociales partout, mais où va l'argent qu'on nous pompe tous les jours? C'est ça que je comprends pas, c'est ça qui m'inquiète. Vous vendez quelque chose aujourd'hui, vous avez des TVA, on vous prend de l'argent de partout. Enfin, bon, bref. Donc moi je roule plus, c'est qu'en plus la problématique, ça nous rend sociable. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas parce que ça a un coût, parce que vous voulez boire un verre quelque part pour rencontrer des gens, et bien il faut prendre la voiture. Moi dans les endroits là où je vis, et bien vous êtes obligés, vous n'avez pas le choix. Donc je ne vais plus à Montauban, je ne vais plus à Gênes, je ne vais plus à Toulouse, je ne bouge plus parce que je ne peux pas aujourd'hui financièrement me permettre du gaspillage comme ça pour des futilités, parce qu'en fait c'est les petits plaisirs de la vie, il n'y a plus accès. Et Sylvie, qu'est-ce que vous pensez de l'argument de l'État au fond qui consiste à dire nous ne pouvons pas baisser justement les taxes sur l'essence parce que nous nous soucions de l'écologie sur le long terme? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, alors c'est des discours d'hypocrite comme d'habitude. Donc en fait je pense qu'il y a un vaste business. Pour moi on est en train de bifurquer sur l'électrique. Je pense qu'il y a du monde qui a de l'argent à gagner là-dessus, pas les citoyens. Je pense que qu'il y a une complicité de gens malveillants parce qu'ils vont tirer profit de ce problème du carburant de l'essence pour passer à l'électrique. Mais aujourd'hui, qui a les moyens de se payer une voiture électrique ou ne serait-ce de prendre une voiture en location? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, non. Moi, mon mari est à la retraite, il travaille. Moi, je suis en train de remonter une entreprise. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de louer une voiture. C'est-à-dire, on paye notre voiture, on veut la garder. Et la problématique est là. Pour moi, c'est un discours d'hypocrite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il est prévu de développer l'énergie électrique avec du photovoltaïque, des choses comme ça, qu'on ignore. Mais aujourd'hui, tout ce que dit l'État, n'importe quoi qu'ils amènent comme argument, je ne les crois pas. Écoutez, on entend votre témoignage, Sylvie, on comprend votre colère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Il est 10h57 et dans un instant, on poursuit notre débat sur le prix des carburants. Est-ce que l'essence est devenue un produit de luxe? Appelez-nous 0826 300 300, 0826 300 300 et nous serons notamment avec Laurent. Vous êtes très nombreux à réagir sur ce sujet. À tout de suite sur Sud Radio. 10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et nous sommes de retour sur Sud Radio, il est 11h03. Merci d'être avec nous. On est toujours avec la fine fleur de nos débatteurs du jour, nos 3 débatteurs chevronnés, Julia Acha, Paul Sébille et Anthony Martin-Smith, débatteurs. Tout le monde est accueilli autour de cette table et vous également, vous pouvez nous appeler 0826 300 300, 0826 300 300. On était en train de se poser de la question de savoir si l'essence est devenue un produit de luxe. Vous êtes très nombreux à nous appeler au standard. Parmi vous, Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Foix, c'est ça? Je suis à Foix. Voilà. Alors, oui. Oui, alors expliquez-nous votre point de vue sur cette question. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec les taxes sur l'écologie?
Alors non, je ne suis pas du tout, mais pas du tout d'accord. Pour la simple et bonne raison, alors ça va vous paraître peut-être un peu simpliste ce que je vais dire, mais bon, disons que je suis commerçant. Vous êtes je suis libre, restaurateur. dites ce que vous pensez. Voilà, moi j'ai toujours travaillé sur le monde plutôt que sur la marge. C'est-à-dire que là, on nous tue de taxes. C'est clair, 2,28 € ce matin chez Leclerc, le prix du gasoil, c'est impossible. Le problème, c'est que les gouvernants ne comprennent pas une chose, c'est que en baissant les taxes, justement, les gens pourraient consommer beaucoup plus, donc il y aurait beaucoup plus de mouvements, donc les recettes n'en diminueraient pas plus. Peut-être les premiers temps, oui, mais sur le moyen terme, elle ne diminuerait pas plus. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon restaurant, c'est-à-dire qu'au départ, je ne travaillais qu'à la carte. Je n'avais pas beaucoup de clients. Et le jour où j'ai commencé à passer un menu abordable à peu près à tout le monde, j'ai triplé ma clientèle. Les vases communicants, quoi. C'est une histoire de vase communicant, tout simplement. Bon, peut-être que pendant quelques mois, oui, il va y avoir moins de recettes qui vont rentrer dans les caisses de l'État, mais bon, quand même, je pense qu'ils n'en seront pas à ça près. La transition écologique, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Elle commence vraiment à démarrer maintenant. Donc, je sais pas. Moi, j'ai la chance d'habiter à côté de
10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et nous sommes de retour sur Sud Radio, il est 11h16, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours avec nos 3 débatteurs chevronnés, Julia Hacha, Paul Sébi et Anthony Martin-Smith. Et on poursuit la fine fleur de nos débatteurs du jour. Et nous poursuivons ce débat que nous avons un petit peu entamé, peu effleuré. Allez-y, je vous en prie, profitez. Le débat qui nous anime actuellement, est-ce que vous avez, racontez-nous, changé votre destination de vacances pour faire des économies d'essence avec cette augmentation d'essence qui devient de plus en plus importante? Et avec nous, il y avait également Jean-Claude. Jean-Claude, vous êtes toujours avec nous? Oui, toujours, oui. Voilà, alors je vous posais cette question justement. Est-ce que vous avez déjà changé vos habitudes à cause de cette augmentation du prix de l'essence? Écoutez, moi, fonctionnant au GPL, je n'ai absolument rien changé. À mes habitudes. C'est pour ça que je vais expliquer que c'était vraiment une solution de pouvoir contrôler le prix du carburant. Moi, ça ne m'a jamais impacté. Oui, mais ça veut dire, si vous vous mettez à la place de millions de Français qui n'ont peut-être pas les moyens là tout de suite de changer de voiture, c'est pas forcément une solution pour tout le monde. Écoutez, quand on est pour changer son véhicule, moi je conseille d'adopter le GPL. C'est un palier qui est quand même moins cher que l'électrique, parce que les bornes électriques, vous en trouvez, mais sur l'autoroute vous faites une queue invraisemblable. Oui, il n'y en a pas suffisamment sur le territoire. Oui, enfin, on départ en France, il y a quand même la queue. Et puis les stations GPL, vous en avez de plus en plus, et j'ai jamais été embêté justement par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il est scandaleux de monter des prix comme ça, sans baisser la TVA, parce que comme disait une auditrice, le gouvernement a beau dire ce qu'ils veulent. On pourrait baisser les taxes. On a bien des pays européens aux alentours, comme l'Italie et l'Espagne, où eux ont baissé les taxes. Provisoirement, je dis à la limite provisoirement, jusqu'à temps d'avoir fini de voir la crise. Mais voilà, on ne fait rien, on attend. C'est un peu comme les incendies, on voit pas grand chose. Les pompiers, les agriculteurs, on les a, ils ont été bénévoles justement pour pouvoir alimenter justement les pompiers. Et là, on les critique, on leur dit stop, vous ne bougez plus, quoi. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, la baisse des taxes semble être la solution qui s'impose, la baisse des taxes de la part de l'État. Quand bien même ça ne résout pas le problème climatique écologique sur le long terme, ce serait un moyen aussi d'apporter un petit appel d'air, un peu de respiration à beaucoup de Français qui en ont bien besoin sur des questions économiques. Merci beaucoup Jean-Claude, merci de nous avoir appelés au 0826 300 300. Vous étiez très nombreux à réagir sur ce sujet. L'essence est-elle devenue un produit de luxe? On part sur autre chose, mais pas tant que ça finalement, parce qu'on reste dans le domaine économique et sur cet autre sujet qui sans doute va aussi vous faire réagir. L'Assemblée nationale dépense-t-elle bien l'argent public? C'est une question qui se pose avec ce projet de nouveau pavillon d'accueil pour les visiteurs du Palais Bourbon. C'est un bâtiment moderne de près de 4000 m², dont le coût est estimé autour de 50 millions d'euros. L'objectif affiché par l'Assemblée, c'est de mieux accueillir le public, améliorer la sécurité et recevoir les quelques 200 000 visiteurs qui viennent chaque année découvrir l'institution. Mais évidemment, ce projet provoque une vive contestation. Alors on vous pose la question, est-ce un investissement nécessaire ou une dépense inutile? Amis auditeurs, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que 50 millions d'euros pour un nouveau pavillon d'accueil vous semble justifié? Est-ce que les élus doivent faire davantage d'efforts peut-être sur leurs dépenses? C'est une idée, on va y réfléchir. Et selon vous, l'argent public est-il bien utilisé par nos institutions? Appelez-nous, racontez-nous 0826 300 300, 0826 300 300. Et je vais me tourner vers vous, Julia Hacha. Dites-nous ce que vous en pensez. 50 millions d'euros pour un pavillon d'accueil à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un investissement nécessaire, selon vous, pour mieux accueillir les visiteurs? Alors, compte tenu du débat qu'on a eu tout à l'heure, c'est vrai que c'est un petit peu délicat de dire que c'est nécessaire, en tout cas là aujourd'hui. Je pense que le sujet, notamment de notre gouvernement depuis quelques années, c'est une question de timing. Là, le timing, il est pas bon, à la fois parce qu'on a une crise énergétique qui affecte le pouvoir d'achat des Français, parce que nous avons eu la crise avec les incendies en Gironde, où on voit bien qu'il y a une mobilisation, notamment financière, de la part de tous les Français, pour une forme de solidarité envers ceux qui ont tout perdu.
Donc effectivement, entendre 50 millions d'euros qui vont être engagés pour pouvoir construire un nouveau pavillon, alors que finalement aujourd'hui l'Assemblée nationale est une très belle maison qui est en capacité d'accueillir. Donc on peut se poser la question de la légitimité de ce projet-là à court terme. Alors ils vont vous dire c'est financé par l'Assemblée nationale. D'accord, mais les fonds de l'Assemblée nationale, ça vient d'investisseurs privés, c'est les députés qui ont fait une collecte de dons pour financer cette partie-là. Dans ces cas-là, il vaudrait mieux peut-être l'utiliser pour les incendies en Gironde. Donc, j'en reviens à mon introduction. Je pense que, est-ce que c'est nécessaire ? C'est sans doute un caprice et un petit luxe. Est-ce qu'on peut s'en passer là aujourd'hui ? Je pense que c'est éminemment une urgence de dire, bon, si on est un peu digne, on reporte le projet parce qu'en fait, la France affronte tellement de crises. Et en même temps, on affronte tellement de crises depuis tellement de temps et puis on en affrontera encore, peut-être sans doute encore plus, qu'il n'y aura jamais vraiment de bon moment et que on se posera sans cesse la question de est-ce que c'est le bon moment. Mais en tout cas, là, cette fois-ci, je suis du parti pris de dire que ce n'est pas du tout le bon moment. Paul Sébille, est-ce que c'est un nouvel exemple de la gabegie financière de l'État qui dilapide l'argent public dans des projets qui ne sont pas forcément nécessaires, ou au contraire, c'est aussi la représentation française, c'est l'image de l'Assemblée nationale, ce sont des visiteurs jeunes, moins jeunes, qui viennent découvrir une institution et qui peut-être devraient passer par la grande porte dans un lieu qui mérite de représenter au fond la belle image des institutions françaises. Oui, c'est vrai que c'était ça l'objectif, parce que pour comprendre pourquoi il y a cette volonté de construire un nouveau pavillon, c'est que Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a voulu ouvrir l'Assemblée nationale aux Français, donc faciliter les visites. Donc c'est pour ça qu'il y a 200 000 visiteurs par année et qu'il faut, soi-disant, selon elle, agrandir l'espace d'accueil. Sauf que cet espace d'accueil, bon, il n'est pas seulement un espace d'accueil, il y a aussi des choses plus ludiques, un café, etc. Bon, tout ça n'est pas forcément nécessaire et évidemment pas urgent. Donc c'est vrai que ça renforce cette idée d'élus un peu capricieux qui utilisent l'argent pour des projets pas très utile, en plus complètement à contre-temps. Quand on voit l'architecture du projet, c'est quelque chose de très vitré, alors que l'Assemblée nationale, l'espace est exposé au soleil toute la matinée. Enfin, ça n'a aucun sens dans tout le débat qu'on a actuellement sur la clim, etc. Et en plus, voilà, c'est cette image un peu capricieuse pour des objectifs qui sont louables, c'est-à-dire faire entrer le peuple, entre guillemets, dans l'Assemblée. Mais si Yaël Braun-Pivet souhaite atteindre cet objectif, pourquoi elle n'a pas proposé des choses pour qu'il n'y ait pas seulement que 6% d'ouvriers et d'employés qui sont élus députés, alors que c'est censé être la moitié de la population, quasiment, ces gens. Donc il y a plein de choses c'est un peu, voilà, moi un peu démagogique. Une preuve de mépris social ? Je sais pas si c'est du mépris, mais d'une certaine façon oui, parce que c'est se dire bon, les visiteurs c'est le peuple et puis on fait rentrer les. C'est un peu démagogique, un peu ridicule, je trouve, par rapport à l'objectif qui est louable, qui est de faire rentrer le peuple dans l'institution. Mais l'institution, c'est les députés, c'est le pouvoir, c'est la souveraineté populaire. Et ça, c'est pas en construisant un pavillon qu'on atteint cet objectif un petit peu. Et pardon, mais surtout que le pavillon existe ou pas, les Français peuvent visiter l'Assemblée nationale, les portes sont censées être ouvertes. D'ailleurs, c'est Yaël Braun-Pivet aussi qui a renforcé la dynamique autour de faire venir un maximum de Français pour permettre cette rencontre avec nos institutions. Donc, en fait, même l'argument de dire c'est pour accueillir plus de personnes, je pense qu'il n'est même pas audible, puisqu'en fait, ce projet à l'heure actuelle, il n'y a rien qui empêche les Français d'y aller. Donc Anthony Martin-Smith, vous pensez aussi qu'au fond rien ne justifie cette décision, que c'est de la démagogie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, au regard des deux prises de parole précédentes, à la fois Julia Chamilchkovic et de Paul Sébille, je me devrais d'être dans la contradiction pour le journaliste que je suis, mais je vous avoue que quand on met les arguments que ces deux avancent, c'est difficile d'être dans la contradiction. Alors, si j'essaye l'exercice 2 secondes, c'est quelque chose qui a été provisionné depuis quand même assez longtemps et qui était suspendu à la décision de la mairie de Paris de pouvoir construire cet ouvrage. Donc, le budget, il est déjà provisionné et il ne vient pas impacter le budget 2026. Voilà, ça c'est déjà provisionné quelque part. Donc, à la rigueur, on pourrait se dire, bon, ça c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi auparavant. Mais quand vous prenez le contexte et tout ce qui vient d'être dit, et tout ce que les auditrices et les auditeurs nous disent quand ils appellent la Sud Radio au 0826 300 300, eh bien, forcément,
c'est choquant. Et c'est d'autant plus choquant, si vous voulez, que moi, je me suis amusé à faire le calcul. Et j'ai travaillé dans le retail, donc dans le commerce de vente de détail, et où on faisait des magasins. Quand on fait un magasin, globalement, le prix du mètre carré, c'est entre 500 et 3500 euros du mètre carré. 3500 euros, c'est pour une boutique de luxe. Là, on est à 12 500 euros du mètre carré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que même un hôpital ne coûte pas aussi cher à construire. Donc, quelle est l'intention derrière cela ? Est-ce que c'est histoire de dire, moi, présidente de l'Assemblée nationale, j'ai construit un ouvrage comme François Mitterrand, une bibliothèque. Ouais. Forcément, voilà, j'ai essayé d'être dans la contradiction, mais j'y arrive pas. C'est ça la question que beaucoup de Français se posent, c'est-à-dire au fond, comment est-ce qu'on peut justifier, comment est-ce qu'on peut expliquer cette décision ? Et c'est vrai qu'autour de la table, je pense que malgré tout, même s'il n'y a pas, même si tout le monde est plus ou moins d'accord sur cette question, je pense que beaucoup de Français ne comprennent pas, ne comprennent pas cette décision, ne comprennent pas cet argent, que cet argent puisse être mis comme ça, de façon presque légère dans ce projet de construction. 12 500 euros. Enfin, rendez-vous compte. C'est-à-dire qu'on pourrait faire 8000 mètres carrés, c'est-à-dire presque une clinique avec 2 fois moins cher. À 6 000 euros du mètre carré. Enfin, faut arrêter de prendre les Françaises et Français pour des vaches à lait. Il faudra arrêter de considérer les Français comme des vaches à lait. C'est un bon teaser. Et des gueux. Le gueux qui est le terme qui est d'ailleurs utilisé par Alexandre Jardin dans son association pour représenter justement les classes populaires. Selon vous, l'argent public est-il bien utilisé pour nos institutions ? Appelez-nous, racontez-nous 0826 300 300. Vous êtes très nombreux à nous appeler, notamment Luc qui nous attend et qui a bien des choses à nous dire, la fine fleur des auditeurs qui nous attend, et on le retrouve tout de suite dans un instant sur Sud Radio. 10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et il est 11h30 tout pile sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Le débat continue avec nos 3 débatteurs chevronnés, la fine fleur des débatteurs du jour, comme on les appelle, Anthony Martin-Smith, Paul Sébille, Julia Achat et Luc qui vient nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 pour réagir à ce débat, à ce sujet qui fait manifestement polémique depuis déjà plusieurs jours au moins. Ce fameux projet de l'Assemblée nationale de développer un pavillon pour les visiteurs d'un coût estimé à 50 millions d'euros. Bonjour Luc. Bonjour Noémie, bonjour à vos commentateurs. Bonjour Luc, alors vous vouliez réagir, vous étiez vous aussi plutôt en colère, plutôt énervé par cette décision. Oui, déjà un point de vue un peu plus humoristique, si c'est pour mieux accueillir Assa Traoré et sa bande, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, quand un service public me dit qu'il va dépenser 50 millions pour faire quelque chose, je pars du principe que ça va être 100 millions. Et moi, je suis promoteur immobilier, avec 100 millions, je vous construis tout un quartier. Donc si vous voulez répondre à la question de savoir si l'argent est gaspillé, bien sûr qu'il est gaspillé, et à tous les niveaux de l'État, et même, je dirais, dans les plus petites communes, on voit très bien que l'argent des Français est gaspillé, en veux-tu, en voilà. Mais est-ce que vous entendez, Luc, cet argument qui consiste à dire qu'au fond, ce pavillon d'accueil, c'est aussi, d'une certaine façon, l'image de la France, l'image des institutions françaises, l'image que l'on peut se représenter à la fois en France et dans le monde, et ça justifie aussi d'avoir une belle pièce, une belle salle, quand bien même elle coûterait de l'argent, et l'Assemblée nationale rappelle régulièrement que ce sont des fonds de l'Assemblée nationale qui sont utilisés. Vous entendez cet argument-là qui est développé ? Non, pas du tout. Déjà, il a suffisamment d'occasions de s'enorgueillir de ce que la France compte comme patrimoine. Et puis aussi, il y a un timing. Est-ce que c'est le bon moment ? De toute façon, c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment pour gaspiller de l'argent. Je veux dire, ça fait des lustres que ce bâtiment remplit bien son œuvre. Ça peut attendre. Si vraiment il y a utilité, ça peut attendre. Et un de vos commentateurs tout à l'heure disait que de toute façon, c'était budgété. Je tiens à lui dire que c'est pas parce qu'une dépense est budgétée qu'elle n'est pas inutile. C'est quand même de l'argent gaspillé, budget ou pas, c'est de l'argent gaspillé. Après, c'est Anthony Martin-Smith, Luc. Je vais juste me faire là peut-être contradiction, parce qu'en vous écoutant, il y a quelque chose qui m'est apparu. Il y a une boutique qui est prévue dans cet espace, et possiblement que ils ont calculé, alors bon, ça doit être dérisoire, hein, mais une certaine forme de rentabilité à X années. Donc il y a peut-être ça aussi dont il faut tenir compte.
Vous connaissez la rentabilité de la boutique de l'Élysée qui vend des mugs et des t-shirts? Ah non, mais si vous l'avez, ça m'intéresse. Non, je l'ai lu il y a quelque temps, mais Tout dépend, on peut vendre beaucoup de t-shirts et beaucoup de mugs. Oui, écoutez, il n'y a qu'à vendre des t-shirts. C'est vrai que pour arriver à 50 millions, il faut en vendre beaucoup. Si vous vendez des t-shirts à Mbappé, c'est sûr que ça va chiffrer, mais je ne pense pas que ça soit le... Oui, c'est pas forcément le lieu à l'Assemblée nationale. Bon, écoutez, merci beaucoup, Luc. On a entendu votre point de vue sur la question. Un point de vue qui est quand même, disons-le, assez consensuel. C'est-à-dire, il y a quand même une opinion qui se démarque sur cette question, et c'est plutôt de la colère, de l'indignation, et on le comprend à l'heure où justement on demande aux Français de se serrer la ceinture toujours plus. Nous sommes toujours avec nos 3 débatteurs et on va continuer sur une autre question qui concerne directement l'avenir de nos démocraties. La Russie cherche-t-elle à influencer les élections présidentielles françaises? Vous l'avez sans doute entendu, depuis plusieurs années, les autorités à la fois françaises et européennes alertent sur les risques d'ingérence étrangère dans les processus électoraux. Au cœur des inquiétudes, la Russie, accusée par plusieurs pays occidentaux de mener des opérations d'influence visant à fragiliser les démocraties, notamment à travers la désinformation, les réseaux sociaux et la diffusion de faux contenus. Et la France n'échappe pas à ces préoccupations. À l'approche des prochaines élections électorales, une question revient régulièrement. Comment protéger un scrutin démocratique face à des campagnes de manipulation venues de l'étranger? Amis auditeurs, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que la Russie peut influencer une élection présidentielle française? Est-ce que les réseaux sociaux finalement sont devenus aujourd'hui une arme d'influence comme les autres? Et puis peut-être qu'il faut renforcer les moyens de lutte contre la désinformation avant une élection. Qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-nous, racontez-nous, 0826 300 300, 0826 300 300. Je me tourne vers vous, Paul Sémille. On sait que la Russie cherche à influencer nos élections. Est-ce que c'est pas quand même malgré tout devenu un argument politique qui est utilisé trop facilement? C'est peut-être pas forcément utilisé trop facilement. C'est vrai qu'il y a peut-être un vrai danger, et même sans doute, il y a des vraies ingérences, des tentatives en tout cas. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est plus l'importance qu'on leur donne par rapport au fonctionnement réel de la façon dont les gens se font leur opinion. Puisque s'inquiéter des ingérences à outre mesure, parce que là on le fait, c'est-à-dire que il y a eu 3 tentatives d'ingérence récentes, qui ont été médiatisés par le service public et par les médias, etc., en disant bon, il y a eu une tentative, alors que je pense que la plupart des gens n'y ont pas été confrontés directement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je prends la dernière qui visait Gabriel Attal, c'était une ingérence avec des messages qui disaient que son père était mort d'une overdose de drogue, qu'il aurait Parkinson, je crois, ou que alors il s'attaquerait aux femmes, il serait misogyne et particulièrement vers les femmes musulmanes. Donc des messages relativement faux, même très faux, on va dire. Quoique la dernière est prête à débat, puisque Gabriel Attal a lutté contre l'abaya, par exemple, et c'est un sujet de débat dans la politique. C'est-à-dire que c'est un débat politique. Mais mettons ça de côté. Ce sont des choses assez grossières qui, à mon avis, ne prennent pas. C'est-à-dire que ça ne change pas l'impression que les gens ont de Gabriel Attal s'ils voient que son père est mort d'une overdose. C'est pas ça qui va faire changer leur vote. Donc, j'alerte un petit peu sur l'importance qu'on donne à ces tentatives d'ingérence par rapport à l'effet réel sur le vote et en mise en perspective avec le danger que cela fait peser aussi sur la confiance qu'ont les gens dans le processus démocratique. Parce que si on laisse penser qu'on peut manipuler une élection et changer son résultat aussi facilement qu'avec une ingérence étrangère, on va commencer à se dire, donc il faut peut-être on va annuler l'élection parce que il y a eu une tentative d'ingérence, peut-être qu'il y a eu un danger que les électeurs n'ont pas voté correctement. Et donc on va commencer à avoir un doute généralisé sur le processus démocratique, ce qui le met en danger plus directement, selon moi, que les ingérences elles-mêmes. C'est ce qui est arrivé en Moldavie, c'est qu'il y a eu une remise en question effectivement du processus démocratique avec effectivement une ingérence qui s'est avérée fondée. Hillary Clinton probablement, c'est ce qui est défendu par les démocrates, aurait perdu aussi par rapport à une ingérence russe qui aurait été favorable à Donald Trump. Là, on est à un stade assez précoce de la campagne des présidentielles. Elle n'a pas vraiment démarré en vérité, et on le voit d'autant plus que certains ont les pieds en l'air sur les plages italiennes plutôt que d'être sur le terrain versus d'autres candidats.
candidats. Donc on verra à partir d'octobre, je pense que ça va se renforcer. Je ne suis pas aussi optimiste que vous sur l'impact que ça aura sur le choix des électeurs, ou en tout cas sur leur jugement critique. Là, on a quand même voulu salir Gabriel Attal en disant qu'il était misogyne. Édouard Philippe ferait preuve de... le mot je n'ai plus, c'est pas sénile, c'est... Démence. De démence. Là où c'est plus grave, c'est plutôt l'affaire Glucksmann, où là, en fait, on prête à des médias aussi une enquête sur sa femme, sur sa vie personnelle, où là, on rentre vraiment sur quelque chose de dangereux, y compris pour... extrêmement structuré pour alimenter ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même un site qui a été créé exactement sur le même modèle qu'un site qui existe, qui est un site d'information classé... très à gauche, Blast, avec des journalistes qui, par la voie de l'IA, ont en fait déployé ces fausses informations. Donc on voit aussi le niveau de technicité qui maintenant est utilisé pour diffuser des fausses informations. C'est quand même très structuré et Internet favorise aussi tout cela. Et en même temps, on voit bien que c'est de l'IA mal faite. En revanche, moi je pense que les moyens mis sur cette campagne de désinformation est à la hauteur du niveau du timing politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye un peu de semer le trouble, on lance quelques mauvaises informations pour essayer de salir un petit peu le candidat, mais là où je pense que ça va devenir de plus en plus dangereux, c'est à l'automne, où on va rentrer vraiment dans le cœur de la campagne présidentielle, où on voit bien que notre société se polarise depuis longtemps. C'est un travail de sape, que notamment, on a parlé des ingérences russes, mais il y a aussi les ingérences chinoises, il y a les ingérences venues d'Azerbaïdjan, enfin il y en a d'à peu près partout, et je pense qu'elles vont devenir de plus en plus radicales, et vont venir troubler le débat à partir d'octobre. Ça a été le cas notamment pendant la campagne de Macron sur les derniers kilomètres. Anthony Martin-Smith, est-ce que vous craignez ces ingérences, les ingérences russes notamment, à l'approche de ces élections présidentielles ? Je ne les crains pas, elles sont déjà là. Je n'imagine pas que notre élection présidentielle, comme nos élections législatives, vont se dérouler dans un climat paisible sur ce point-là. Et ça va être à nous autres, journalistes et médias, de faire un gros travail pour décrypter ce qui relève des vraies informations et des intox. Moi, je regarde énormément les réseaux sociaux et je lis énormément parce que c'est là où on peut prendre le pouls de la manière dont l'information est traitée. Et je suis maintenant assez aguerri pour prendre du recul sur les contenus qui sont générés par de l'intelligence artificielle. Et en fait, ça me rappelle des cours que l'on avait plus jeune sur comment on vérifie une information, notamment à l'avènement d'Internet dans les années 2000. Ça, c'est quelque chose qui manifestement a été... Mais vous avez vu qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, Anthony Martin-Smith, parfois, il est difficile, même avec des yeux avertis, de distinguer un contenu qui a été généré par l'IA. C'est là où je vous inviterai à être aveugle, parce que moi, à l'oreille, je vous garantis qu'il y a des contenus qui ne sont absolument pas possibles dans un doute quelconque. Moi, vous voyez les vidéos, par exemple, où vous faites parler Emmanuel Macron avec Jean-Luc Mélenchon, où vous leur faites croire, au premier venu que c'est une conversation qui s'est réellement tenue. Non, moi j'y crois pas une seconde, parce que j'entends, si vous voulez, qu'il y a de l'IA. Si vous travaillez suffisamment sur une image, vous voyez les artefacts, donc ce sont des petits éléments qui sont comme du bruit non désiré sur une image, et vous voyez, si vous voulez, que ça a été généré par de l'intelligence artificielle. Donc il y a des solutions pour contrôler que c'est du contenu généré par IA. Il faut juste prendre la peine systématiquement de se poser la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que ça paraît vrai, est-ce que c'est vraisemblable, et surtout à qui ça profite. C'est la question, oui. Voilà. Merci Anthony Martin-Smith pour ce conseil, pour cet avertissement à nos auditeurs. Maintenant, je me retire. Voilà, non, vous restez là parce que dans quelques instants, on revient sur les coups de gueule et les coups de cœur de vous, les chroniqueurs. À tout de suite sur Sud Radio. 10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et nous sommes de retour sur Sud Radio, il est 11h44, toujours avec la fine fleur de nos débatteurs du jour. Anthony Martin-Smith, Paul Sébi, Julia Hacha. Et puis, c'est l'heure maintenant des coups de gueule et des coups de cœur de nos invités. Figurez-vous qu'au cœur de l'été, autour de cette table, nous avons 3
coup de gueule. On va commencer par vous, Julia Achat. Quel est votre coup de gueule du jour? Eh ben, c'est en lien avec le sujet qu'on a évoqué dès le début de l'émission. C'est aujourd'hui, si je vous dis 19 millions de Français, c'est le nombre de Français du coup qui ne partent pas en vacances cet été. C'est un chiffre qui est assez stable depuis les années 1980. Et c'est une étude qui a été proposée par l'Institut Theram, qui est présidé notamment par Victor Delage, et qui met en évidence les causes de ce non-départ en vacances et donc de cette privation pour certains de nos Français. On est quand même sur un quart des Français qui ne partent pas en vacances, pour des raisons évidemment pour la moitié d'entre eux économiques et financières. Le coût des vacances pèse beaucoup trop sur à la fois les classes modestes, moyennes, les familles monoparentales, les petites retraites notamment. Et couplé aussi avec des arguments plutôt d'inégalité territoriale et d'offres touristiques devenues un peu trop élitistes. On parlait du carburant, qui est éminemment là aujourd'hui un argument aussi qui fait que les Français ne partent plus en vacances. Mais l'offre touristique aujourd'hui pousse en tout cas à faire le constat qu'il y a une disparition notamment des hôtels économiques à destination des petits pouvoirs d'achat. Et couplé à ça, l'idée qu'il y a une fracture véritablement territoriale, voire patrimoniale, puisqu'en fait, dans les capacités d'accueil, vous avez 2/3 des capacités d'accueil qui sont des résidences secondaires. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire de résidence secondaire ou si vous n'avez personne dans votre réseau qui a une résidence secondaire à bas prix, vous faites partie de potentiellement ces personnes qui sont privées d'avoir accès à un logement pour partir en vacances. Se pose la question du paradoxe quand même français. On est la première destination touristique au monde. Le tourisme représente 3,6% du PIB. Mais pourtant, vous avez quand même un quart des Français qui ne partent pas en vacances. Alors, si parmi nos auditeurs, certains se sentent concernés, il faut savoir que l'un des derniers arguments qui a été démontré dans cette étude, c'est qu'il y a un non-recours aux aides de l'État qui sont proposées justement pour aider à financer tout ou partie du coût des vacances. Donc voilà, sachez que pour l'année prochaine, vérifiez si vous êtes éligible ou non à ces aides pour pouvoir profiter d'un temps calme. Paul Sébi, on a vu de plus en plus avec le temps des gens qui ont des difficultés de partir en vacances. Vous le voyez au travers les enquêtes que vous avez pu mener, notamment pour l'Hexagone? Oui, absolument, on le voit, et c'est vrai que le chiffre est relativement stable sur le temps. Ce qui interroge, c'est vraiment ça, c'est la disparition un petit peu de la classe moyenne. C'est ces personnes-là qui pouvaient partir en vacances, mais dans un budget assez serré. C'est vrai qu'on le voit, ça, c'est la baisse du budget moyen des Français, et surtout le changement de type de vacances. Donc déjà, les gens partent beaucoup moins loin, bon ça on l'a déjà dit, moins longtemps, et avec des budgets beaucoup plus serrés, ça aussi je l'ai dit. Et je me souviens, j'en avais parlé au moment où on avait eu cette affaire comment dire, LFI, cette députée LFI qui était sur un voilier là, qui avait été pris sur le fait sur un voilier, tout à fait banal. Manon Aubry. Manon Aubry, voilà, exactement. Et je me rappelle sur le réseau social X, justement, à l'époque, je disais, en plus, cette séquence montre à quel point il y a une déconnexion, parce que ce genre de loisir-là, pendant les vacances, c'est complètement anecdotique. Les gens ne peuvent pas se le permettre. Alors, elle avait été prise en photo à son insu. Elle avait expliqué que c'était l'anniversaire de son père et que elle n'était pas sur un paquebot, comme on l'imagine, en train de faire une croisière. Elle était simplement sur un voilier. Elle avait même dit c'était 50 € par personne et par jour. On s'était cotisé pendant des années, etc., etc. Elle l'avait vécu comme une attaque politique. Mais c'est vrai que symboliquement, ça avait été vraiment une image de ce que peut représenter parfois cette élite qui donne des leçons de morale vis-à-vis de la nécessité de lutter contre les riches et en même temps de s'octroyer certaines libertés qui ne sont pas des libertés que peuvent se permettre le commun des mortels. Non, c'est ça. Et moi, ce que je disais, c'est que c'est pas quelque chose d'anecdotique de faire ça en vacances, et que la plupart des gens maintenant ne peuvent plus se permettre. On me disait mais non, mais faut pas imaginer. Mais si, parce que les gens sont vraiment sur des budgets très serrés et ils partent de façon de moins en moins loin, moins en moins longtemps. Donc même si les gens partent en vacances, certes, on a encore cette chance-là pour la plupart des gens, c'est dans des conditions de plus en plus compliquées pour les gens. Enfin, faut comprendre ça, et on le voit avec des images de restaurants vides sur les zones touristiques, les saisons qui sont pas très bonnes, je sais pas, en Corse ou par-ci par-là, parce que c'est devenu trop cher, tout simplement. Et surtout à cause des incendies, Anthony Martin-Smith. C'est-à-dire que cette année, c'est encore un peu particulier pour beaucoup de Français. Ils doivent s'organiser pour leurs vacances. Alors, ceux qui ne peuvent pas partir, il y a ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Il y a ceux qui doivent s'adapter aussi en fonction de l'actualité. Si le chiffre, comme le rapporte Julia Achat-Michkovic, n'a pas bougé, en tout cas très faiblement depuis 1980, c'est que ce sont les facteurs qui bougent et qui changent. Le prix de l'essence, les incendies, la canicule, autant d'éléments, même le chômage. Il faudrait en tout cas regarder de façon un peu plus
précise quels étaient les facteurs qui, à l'époque, empêchaient les gens de partir en vacances et les comparer avec ceux d'aujourd'hui. Et je suis sûr qu'on verrait un changement de paradigme. Bah écoutez, vous avez la parole, Anthony Martin-Smith. Vous pouvez nous dire quel est votre coup de gueule du jour ? Alors, mon coup de gueule du jour, c'est finalement une question que je vais vous poser en débat, mes amis. Il s'agit de Marc Grimaldi, ancien sapeur-pompier, qui, sur la question de l'évolution du métier, déclarait à nos confrères de chez Marianne « Jamais je n'aurais imaginé devoir apprendre à porter un gilet pare-balles ». Donc la question que je vous pose, finalement, c'est quelle sera l'étape d'après ? Faudra-t-il armer nos pompiers ? Julia Achat, vous entendez ça, ce témoignage incroyable dans Marianne qu'a relevé Anthony Martin-Smith de ce pompier qui raconte ce qu'il subit au quotidien, en plus déjà de consacrer sa vie au bien commun, en plus de prendre des risques face aux incendies, face aux feux. En plus de ça, ils doivent subir les violences quotidiennement de certains habitants qui en profitent pour les caillasser et ils doivent changer leurs habitudes, c'est-à-dire à la fois affronter le feu, mais en plus mettre des gilets pare-balles, comme vous venez de nous l'expliquer, pour simplement pouvoir continuer à exercer leur métier. Effectivement, il y a un autre chiffre qui veut dire à peu près la même chose, c'est qu'il y a par jour quasiment 4 agressions sur un pompier. Compte tenu de ce qui traverse aujourd'hui... Pas sur le même. Pas sur le même. Et heureusement. Ça, on ne sait pas. Ou non, pas heureusement, malheureusement, 4 agressions par jour, ce qui est énorme compte tenu de tout ce qu'ils apportent effectivement pour notre société. Moi, là où j'aimerais alerter, c'est que durant la crise du Covid, on a tous applaudi massivement les infirmières, les infirmiers. On a vite oublié, une fois que la crise du Covid est passée, tout ce qu'ils ont apporté à la société et leur rôle primordial. J'espère qu'on aura de la mémoire pour les pompiers, à minima, qu'on se servira de cette leçon de la crise du Covid où on n'a pas eu de mémoire. J'espère que cette fois-ci, on en aura, puisqu'en plus de ça, les crises et les incendies risquent de se répéter de façon massive, notamment avec le changement climatique, entre autres, et aussi face à une incivilité grandissante qui vont de pair et qui sont souvent la cause de ces incendies. Donc je suis évidemment extrêmement triste de me dire que les personnes risquent leur vie déjà de par leur métier, mais qu'en plus de ça, même en espérant sauver une personne qui les appelle, parce que la majeure partie du temps, ils se font agresser par les propres personnes qui les appellent. Donc moi, je souhaite qu'on puisse faire évoluer notamment notre société, que la solidarité n'existe pas qu'en temps de crise et qu'on n'ait pas l'idée de venir caillasser des pompiers. Mais il ne faut pas les armer, du coup. Anthony Martin-Smith, c'est une question, on va la poser à Paul Sébi, cette question difficile. Mais peut-être déjà la question première, c'est cette idée-là d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il est possible que dans une société comme la nôtre, relativement civilisée, des hommes qui viennent pour sauver les autres, qui prennent des risques pour leur vie, pour le bien commun, doivent mettre des gilets pare-balles pour aller dans certains territoires. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Ça montre sans doute le niveau de détresse un petit peu des gens dans la société, parce que si on estime, si on part du principe que c'est des gens qui font appel aux pompiers, qui en plus les agressent, ça montre vraiment le niveau, je pense, de détresse d'une partie des gens, parce que, à mon avis, il doit y avoir des gens vraiment en détresse qui ne savent pas réagir à la situation dans laquelle ils sont, font appel aux pompiers et ça ne règle pas le problème, même s'ils sont là pour les aider. Après, il y a aussi de la malveillance, de toute évidence, mais ça illustre bien aussi, parce qu'on a eu beaucoup ces débats, notamment sur les agressions vis-à-vis des policiers, en disant mais les policiers représentent sont injustes, le profilage racial, ils sont trop durs avec les gens, ils se comportent mal, etc. Mais en fait non, c'est pas ça le seul problème. En tout cas, c'est pas le principal problème, vu que même les pompiers qui ont une image beaucoup plus apaisée, pas de maintien de l'ordre, au contraire des policiers, eux-mêmes sont agressés. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Visiblement, c'est sans doute la figure, l'uniforme, la figure de l'autorité de l'État de manière générale, même si les pompiers c'est un peu différent, mais l'autorité de l'État, ses symboles, parce qu'on agresse des pompiers, mais on va aussi brûler des écoles, des bibliothèques. Enfin voilà, il y a tout un réseau comme ça de l'illustration de ce qu'est la société de manière générale qui s'impose à tous, qui est attaquée. Donc c'est peut-être aussi un débat plus général sur à la fois la société qui va pas très très bien, les gens visiblement ne vont pas très très bien quand même, on le voit tous, et aussi une malveillance plus générale, je pense, dans la société qui vise vraiment là un but politique qui est d'atteindre sans doute l'autorité de l'État de manière générale, la société aussi, pas seulement l'État.
Paul Sébi, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre coup de gueule du jour ? Oui, le coup de gueule est en lien avec ce qu'on disait sur les ingérences, parce que les ingérences étrangères, notamment en politique, passent beaucoup par les réseaux sociaux, qui sont des vecteurs massifs de diffusion de l'information. Et moi, j'ai voulu regarder, parce qu'on dit souvent, les réseaux sociaux sont très dangereux parce que les fake news circulent et peuvent influencer les gens. Il y a même Marie Tondelier, qui est présidente des écologistes, qui veut interdire le réseau social X, parce qu'elle estime que l'algorithme est mal fait et influence négativement l'opinion. Et donc moi, j'ai regardé les enquêtes, les études universitaires, et j'en ai trouvé une récente de 2026, d'un collectif de chercheurs, universités italiennes, françaises et suisses, il me semble, qui a analysé l'effet des réseaux sociaux et notamment de X, du réseau social X, qui est l'ancien nom de Twitter, qui est l'actuel nom de l'ancien Twitter, et qui montre qu'en gros, on peut avoir effectivement des diffusions virales d'informations sur X avec l'algorithme, parfois conservatrices, des opinions conservatrices, mais on est incapable de mesurer, en tout cas il est possible qu'il n'ait pas d'effet sur le vote in fine. C'est-à-dire que ça peut changer l'opinion, on peut par exemple être un peu plus anti-immigration vis-à-vis d'une information qu'on a vue sur X, qu'on voit sur X, mais ça ne va pas forcément changer son vote. Donc en gros, l'idée de ces enquêtes, parce que là j'en parle de la plus récente, mais les autres confirment aussi cela, notamment quand on a beaucoup d'informations sur un candidat virale, positive, on va avoir une image plus positive de ce candidat, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va voter pour lui. Tout simplement parce que, et c'est un peu mon coup de gueule, c'est de dire, on considère le vote et la façon dont les gens réfléchissent et comment ils font leur choix de façon trop mathématique, trop mécanique, et c'est très complexe. Il y a plein de choses qui rentrent en compte quand on va voter et qu'on choisit un candidat. Et c'est certainement pas parce qu'on a passé 6 mois sur Twitter à avoir quelques informations qui seraient algorithmiquement ciblées qu'on va changer d'avis. Au contraire, ça va venir conforter des opinions, mais ça ne va pas les changer. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est important d'avoir du débat et de garder les réseaux sociaux les plus libres possible, de ne pas les interdire, de ne pas trop les corseter, parce que ça fait partie de la liberté de l'information, au même titre que les journalistes, mais aussi que les leaders d'opinion, etc. Ça fait partie du débat. Et en plus, l'effet sur le vote des réseaux sociaux est vraiment pas démontré. Conclusion. Vive la liberté, voilà. Vive la liberté, vive l'information, vive les réseaux sociaux aussi, et bien sûr, vive la radio. Merci à tous les trois, c'était un plaisir. Surveiller TikTok, vive la République. C'est que Vive la 7% de la République et vive population. la France. Merci à tous les trois. Anthony Martin-Smith, je rappelle que vous êtes animateur Sud Radio et que vous serez là pour les 3 prochaines semaines. C'est vous qui animerez les débats, c'est vous qui animerez les débats de l'été, le grand Super. entretien. Ce sera formidable, on va écouter ça bien sûr avec beaucoup d'attention. Paul Sébi, vous êtes rédacteur en chef de la revue Hexagone. Merci d'avoir été avec nous. Et Julia Achat, conseillère municipale à Kingersheim. Je l'ai bien dit ? Presque parfait, Kingersheim. Kingersheim. Voilà, on était ravis de vous avoir tous les trois. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat sur Sud Radio. Vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Dans un instant, la France au bout du fil. C'est vous qui avez la parole. On poursuit les débats avec vous, amis auditeurs. Dites-nous, est-ce que le prix de l'essence est devenu un luxe ? Est-ce que l'essence est devenue un produit de luxe ? Est-ce que vous pensez qu'avec ce projet de pavillon à l'Assemblée nationale, l'État dilapide notre argent par les fenêtres, les fameux gabegies ? On veut vous entendre. Appelez-nous 0826 300 0826 300 300. Vos coups de gueule, vos coups de cœur. À tout de suite sur Sud Radio.